Nous avons le plaisir d'accueillir M. Georges Hainaut pour parler d'un sujet extrêmement important, extrêmement essentiel dans le monde dans lequel nous vivons, où les affaires prédominent. Il s'agit de l'éthique. Mais tout d'abord, je voudrais demander à M. Hainaut de bien vouloir se présenter. Eh bien, avec grand plaisir, et laissez-moi d'abord vous dire combien je suis heureux de me retrouver ici à l'île Maurice pour différentes raisons. Et la première d'entre elles, c'est que l'île Maurice fait partie de la francophonie et que l'île Maurice est une république bilingue au même titre que le Canada. Le Canada auprès duquel j'ai passé plusieurs décennies, puisque j'ai fait une carrière professorale à l'Université d'Ottawa, et que l'Université d'Ottawa est également une université bilingue. Et je me retrouve ici dans le contexte de l'Université de Maurice, qui pratique aussi le bilinguisme anglais-français. Donc c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans un environnement de tolérance culturelle et linguistique qui fait honneur à la francophonie. J'ai en effet été professeur de gestion internationale à l'Université d'Ottawa pendant de nombreuses années. Et depuis 2 ans, j'ai le privilège de diriger l'Institut de la francophonie, pour l'administration et la gestion, l'IFAG, à Sofia. Et l'IFAG, pourriez-vous nous dire quelques mots qu'est-ce qui se cache derrière l'IFAG? Alors l'IFAG, donc l'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion, a été créé en 1996 suite au sommet de Maurice, car en 1993, lors du sommet de Maurice, la francophonie accueillait la Roumanie et la Bulgarie. Et le cadeau de la francophonie à la Bulgarie, c'était justement l'IFAG. Et grâce donc à l'île Maurice, l'IFAG se trouve à Sofia. Donc Maurice a été un petit peu le berceau de l'IFAG. Absolument. Non seulement le berceau, on pourrait peut-être même dire le parrain de l'IFAG, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, 3 ans après la création de l'IFAG, l'AUF a créé l'IFE. Alors justement, quel est le positionnement institutionnel de l'IFAG? Alors l'IFAG et le positionnement institutionnel, nous sommes donc un institut qu'autrefois on appelait de 3e cycle. Dans la terminologie de Bologne, maintenant, c'est un institut qui forme des étudiants au niveau Master 2 et qui forme des étudiants généralistes à la gestion des organisations avec 2 programmes de Master, un en administration des entreprises, qui est diplômé par l'Université de Nantes, et un en gestion publique européenne, qui est diplômé par l'Université de Liège en Belgique. Et dès l'année prochaine, d'ici quelques mois, nous mettons en place un collège doctoral pour stimuler la formation de docteurs en sciences de gestion francophones au sein de la région. Parce que l'IFAG, c'est un institut de la francophonie, c'est un institut de l'Agence universitaire de la francophonie, et à ce titre, il est régional. Nous avons 13 nationalités parmi notre corps estudiantin, venant bien sûr de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, d'Albanie, de Macédoine, Russie, Pologne, Moldavie. Et ce qui fait la beauté de cet institut, c'est de voir que la langue française sert de trait d'union entre ces jeunes étudiants brillants provenant de toutes disciplines, que ce soit l'économie, la science, l'informatique, le droit. Et ils se retrouvent avec des cultures différentes, cultures nationales, linguistiques, mais aussi des cultures universitaires différentes. Et c'est le brassage des idées en provenance de ces étudiants qui est un véritable bonheur à constater, parce que c'est là que l'on retrouve l'essentiel de la formation qu'ils retirent de l'IFAG. Et en même temps, c'est tout le programme de la francophonie, c'est-à-dire réunir des gens de différentes cultures, de différentes approches administratives, culturelles, sociales, mais les réunir à travers le français et les amener à partager leur science et leur expertise et leur génie propre. Vous êtes donc basé en Bulgarie. Oui, en effet. Sofia, qui est une capitale qui a 3000 ans d'histoire, devient un creuset de la francophonie. La francophonie bulgare est d'ailleurs d'une qualité remarquable. C'est une francophonie élitiste, donc
pratiquée essentiellement par une élite. Cet échange d'idées qui se concrétise à partir de la Bulgarie est d'autant plus important pour nous en francophonie que nous diffusons à l'IFAG les valeurs de la francophonie. Et nos programmes de formation sont essentiellement des programmes de formation à la gestion imprégnés des valeurs de la francophonie. Et une fois que nos 650 diplômés se retrouvent sur le marché du travail régional à 95% d'entre eux, eh bien ils diffusent ces valeurs de la francophonie économique. Alors, valeur, le mot est intéressant, le mot est important, le mot est essentiel, et qui dit valeur dit éthique. Alors, pourquoi parler d'éthique aujourd'hui? On peut, en lisant la presse, en entendant parler des différents scandales politico-financiers, en entendant parler du pillage, dit-on, de certaines parties du monde par d'autres parties du monde, on peut se dire, mais oui, mais l'éthique, ça fait drôlement sourire. Mais vous, ça ne vous fait pas sourire. Vous considérez que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et vous y consacrez beaucoup de temps. En effet, c'est quelque chose d'essentiel parce que il s'agit là du défi de notre société contemporaine à relever, et étant donné tous les scandales que vous avez mentionnés, qu'ils soient financiers, qu'ils soient écologiques. Et on constate que toutes les organisations, qu'elles soient privées, publiques ou à but non lucratif, sont sujettes à des excès par les individus que nous sommes, par la cupidité, par tous les défauts de l'être humain que l'on retrouve dans chacun d'entre nous, si j'opte pour une approche à la Carl Jung, qui avait le premier très bien distingué que dans chaque être humain il y a un côté négatif. Bien, malheureusement, on constate que ce côté négatif se traduit par des scandales. Ce sur quoi j'aimerais insister, et c'est pour ça que c'est un sujet fondamental, c'est que ces scandales sont créés par des hommes et des femmes qui appartiennent à tous les environnements culturels, politiques, tous les environnements institutionnels, encore une fois, secteur privé, secteur public, secteur à but non lucratif. On pense par exemple malheureusement au sang contaminé de la Croix-Rouge, on pense aux nombreuses corruptions qui taxent de nombreux gouvernements, tout en sachant que quand il y a un corrompu et un corrupteur, donc il faut être deux pour danser le tango de la corruption. Et c'est un scandale qui est planétaire, qui est en train de mettre à mal l'avenir même de notre société mondiale. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est un phénomène qui est fondamentalement important, incontournable, et qui est à relier avec le constat que nous faisons tous, le regain des intégrismes auprès de tous les groupes religieux. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Tous les intégristes réagissent fortement, notamment à la mondialisation, et ils le font en grande partie par volonté en principe, de remise à l'ordre de ce que l'on appellerait un comportement éthique. Parce qu'il est intéressant de constater, quand on regarde un petit peu le contexte et le concept d'éthique, quand on opte pour une éthique à la Emmanuel Kant un peu universaliste, on constate que les valeurs de base de l'éthique peut-être sont universelles, parce que les valeurs classiques de l'éthique se retrouvent aussi bien dans le christianisme que dans le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam. Ce sont les mêmes valeurs de base. Donc il y a là un besoin de recadrer l'action de l'homme avec un grand H pour nos générations futures. Et c'est là l'enjeu. Est-ce que nous sommes dans une espèce de débat entre le bien et le mal, ou est-ce que nous sommes plutôt dans un débat sur le respect nécessaire de l'autre? J'ai beaucoup de
d'empathie pour la deuxième formule que vous venez de mentionner. En effet, je crois que il y a deux mots-clés dans notre débat contemporain, c'est respect. Respect de l'autre, et je suis entièrement de votre avis, respect des autres. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi ? Parce que le deuxième qui en découle, c'est la confiance. Et notre système économique mondialisé est fondé sur un mot. Le système bancaire est fondé sur un mot, confiance. Or, ces scandales écologico-financiers ont détruit la confiance, ce qui impose désormais de la part des acteurs économiques un besoin de transparence, d'autant plus important, d'autant plus grand que la confiance n'existe plus à l'égard des acteurs économiques et politiques. On peut dire que la crise économique actuelle aux États-Unis, la crise de liquidité, est liée aussi à ce phénomène quelque part ? Ah oui, absolument. Alors, il y a bien sûr des considérations de nature technico-économique dues à une conjoncture et à des institutions financières qui expliquent ce phénomène-là, mais à la base, si on creuse davantage, oui, c'est un problème de manque de confiance à l'égard du système qui n'a pas été à même de répondre aux attentes des consommateurs, consommateurs en l'occurrence aux États-Unis, acheteurs de maisons, de domicile. Et l'éthique, si en une phrase vous deviez caractériser l'éthique, qu'est-ce que vous diriez ? Alors l'éthique, c'est une valeur fondamentale propre à chaque individu et qui, suivant la culture à laquelle on appartient, peut être une éthique de conviction, si on va dans le sens de ce que Emmanuel Kant a mentionné. Donc, une éthique de conviction, c'est qu'on doit être éthique par devoir, parce que ça fait partie de nos valeurs. J'ai fait allusion aux différentes religions. Et puis, il y a une deuxième démarche qui correspond à une deuxième définition de l'éthique, c'est qu'on doit être éthique parce qu'on est responsable. Et ça, c'est la démarche plus anglo-saxonne des choses. Et c'est intéressant parce que, notamment dans le domaine économique, on dira une décision sera éthique si l'impact de cette décision sur la société est positif. Alors bien sûr, dans cette philosophie-là, anglo-saxonne, on est de Bentham, on est très conscient du fait que toute décision n'a pas que des effets positifs. Il y a des effets négatifs et des effets positifs. Là où la décision devient éthique, c'est lorsque l'ensemble des effets positifs est plus grand que l'ensemble des effets négatifs. Est-ce que c'est un peu rêvé en couleur, ou bien est-ce que vous pensez que c'est possible de rendre le monde des affaires, de mettre un peu le monde des affaires dans cette transparence, parce qu'il est question de transparence quelque part. Alors pour moi, il s'agit là sans reprendre la définition de l'éthique même, d'une conviction profonde qui est la mienne. Et vous faites allusion au monde des affaires. Tout à l'heure, j'ai bien insisté sur le fait que non seulement le monde des affaires traverse une phase difficile, mais pas seulement le monde des affaires. Tous les acteurs économiques, qu'ils soient secteur public, secteur privé, secteur à but non lucratif, connaissent ce genre de difficultés. Donc il s'agit davantage d'un défi de l'humanité avec un grand H, plutôt que celui des entreprises. Parce que et c'est pour ça que j'aime bien votre commentaire, c'est que l'on a tendance à mettre l'accent sur les entreprises comme étant les vilains de ce monde, les pollueurs, les corrupteurs, et que le reste de la société est victime. Et j'aimerais insister sur le fait que, certes, certaines entreprises, une minorité, certaines entreprises sont vecteurs, sont porteurs de valeurs immorales, mais il faut aussi prendre conscience du fait que l'entreprise est aussi victime. Elle est aussi victime de comportements répréhensifs, victime de la part de certains corrompus, victime de la part de certains de ses employés, victime de la criminalité économique,
victime de la contrefaçon qui prend un essor, notamment au niveau des médicaments, un essor alarmant. Donc c'est davantage un problème de société dans son ensemble, dont l'entreprise fait partie, mais pas uniquement l'entreprise. Donc nous sommes partenaires. Nous sommes tous partenaires. Le citoyen, dans sa vie quotidienne, est partenaire quelque part de cette aventure-là. Absolument. Et c'est sans doute là un élément neuf que vous apportez, parce que nous sommes tous, vous et moi, nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens, et nous sommes des contribuables. Donc nous avons des rôles sociaux multiples. Et il est évident que nous nous retrouvons à différents endroits dans nos rôles sociaux face au phénomène de l'entreprise. Et cette entreprise, elle prend conscience du fait que désormais, elle doit prendre en considération les attentes de ce que l'on appelle ses parties prenantes. C'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir non seulement satisfaire ses consommateurs, ses clients, mais aussi les autres parties prenantes que sont les actionnaires, les fournisseurs, les employés et l'opinion publique. L'opinion publique, ce fameux cinquième pouvoir. Vous y croyez au cinquième pouvoir? Dans les sociétés, la société plus particulièrement nord-américaine, que je connais bien pour y avoir travaillé et fait encore une fois toute ma carrière universitaire, l'opinion publique a un rôle extrêmement important à jouer. C'est indéniable et incontournable. L'opinion publique est sans doute un des moteurs qui peut faire changer le monde, parce que cette opinion publique est alimentée, dynamisée par ces organisations non gouvernementales internationales, telles que Médecins sans frontières, Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace. Et ces institutions-là ont un rôle de plus en plus important et qui est amplifié par la mondialisation, les nouvelles technologies de l'information et des communications. Le rôle d'Internet est fondamental. Et c'est également amplifié par le quatrième pouvoir, la presse. Donc on constate qu'il y a là une dynamique sociale internationale qui impose aux acteurs économiques, que sont les entreprises, de respecter les normes qui ressortent de cette dynamique internationale et plus particulièrement économique. Et est-ce que partie prenante, ça veut dire pour vous partenaire? Ou est-ce que cela veut dire élément d'interaction? Je fais un peu une différence entre les deux. Oui, alors dans le quotidien, le vécu du quotidien, je dirais que c'est un petit peu des deux. Ce sont bien sûr des partenaires, et là où c'est particulièrement difficile et délicat comme défi à relever, c'est que chacun de ces groupes a des intérêts qui parfois sont divergents, voire conflictuels. Par exemple, les actionnaires ou les employés désireraient avoir donc dans un certain cas, un retour sur investissement ou un salaire plus élevé. C'est légitime. Et pour ce faire, comment faut-il s'y prendre? Eh bien, en augmentant les prix. Mais en augmentant les prix, on crée une insatisfaction auprès d'un autre groupe de partenaires, de parties prenantes, que sont les consommateurs ou les clients. Donc, il est difficile de satisfaire en même temps les revendications, les demandes, les besoins de chacune de ces parties prenantes. Et c'est, je dirais, le défi fondamental au début de ce millénaire que les entreprises doivent affronter. Mais là, il s'agit d'une éthique interne à l'entreprise plutôt qu'une éthique globale. Remarquez, oui, c'est vrai, vous avez raison, elle touche le consommateur, puisque augmenter les prix touche le consommateur. L'éthique, donc, finalement, est un élément pivot. Tout est relié quelque part à l'éthique. Absolument. On pourrait peut-être même, pour aller dans le sens de votre métaphore, aller jusqu'à dire que l'éthique est le pivot, est le centre même des relations économiques entre ces différents acteurs de la société. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit du défi numéro 1
à relever, puisqu'encore une fois, éthique est synonyme de confiance. Et que notre système capitaliste actuel, mondialisé, est fondé sur la confiance. Alors justement, la démarche industrielle mondiale encourage, pour 1000 raisons, la délocalisation souvent d'entreprises. De pays où ça coûte très cher de produire, on part vers un produit où ça coûte moins cher de produire. L'île Maurice est un de ces pays bénéficiaires de ces délocalisations. Alors là où se trouve l'éthique, dans la confiance à faire aux entreprises qui se délocalisent Alors le lien entre délocalisation et éthique est un sujet que je n'ai pas abordé lors de la conférence organisée par University of Mauritius et l'IFE, bien que, en effet, ces liens posent de nouveaux défis. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire a priori que la délocalisation corresponde à un comportement immoral. C'est un raisonnement économique d'optimisation des bénéfices, de rentabilité par rapport à la concurrence. Donc c'est le fruit de ce que j'appellerais la dynamique concurrentielle mondiale. Là où il y a un problème d'éthique dans la délocalisation, c'est lorsque les conditions de travail que l'on retrouve dans les pays où s'opère la délocalisation ne sont pas de niveau acceptable. Oui, je pense au travail des enfants, par exemple, dans certains pays. Je pense à certains scandales par rapport à l'exploitation des femmes dans un certain nombre d'entreprises. Je pense aussi, par exemple, à la fameuse catastrophe de Bhopal, qui est un peu liée à des conditions de délocalisation. Donc, quelque part, il y a certainement une prise en considération d'éléments éthiques dans cette démarche. Ah, absolument. Et d'ailleurs, vous mentionnez Bhopal, qui a été le premier grand scandale écologique et humain causé par la délocalisation, par une action conjointe d'une multinationale, mais aussi de fournisseurs locaux. Donc là encore, on voit bien que les deux parties sont impliquées dans un comportement immoral, et non pas seulement la multinationale ou pas seulement l'entrepreneur local par cupidité. C'est tout le monde qui est responsable. Et cela change, dans la mesure où le travail des enfants est scruté de plus en plus par ces organisations non gouvernementales, internationales, dont on parlait tout à l'heure. Et il y a un exemple qui est intéressant là-dessus, c'est celui des ballons de football. Les ballons de football sont pratiquement le monopole de production du Pakistan. Et au Pakistan, il y a de nombreux fournisseurs, fabricants, pour des grandes marques sportives, dont on ne fera pas la publicité ici, et qui fournissent donc auprès de ces petites entreprises. Et fort souvent, ces petites entreprises employaient des enfants. Et là, il y a une organisation non gouvernementale internationale qui, étant sur place, a commencé à faire la lutte à ces entrepreneurs qui abusaient donc du travail des enfants, bien que ce soit un sujet complexe. Je ne jetterai pas l'opprobre systématiquement sur le travail pour les enfants dépendant, sans pour autant le justifier, sans pour autant prendre en considération les besoins de la famille, les besoins sociaux, etc. Donc c'est juste une petite parenthèse pour nuancer le propos, mais j'en reviens donc à l'exemple qui est intéressant. C'est que le patron de cette ONG internationale qui travaillait au Pakistan a été embauché par la firme numéro 2 d'équipements sportifs au niveau mondial pour devenir vice-président au développement durable, afin de s'assurer que notamment les ballons de football, mais enfin tout type de produits qu'ils commercialisent, ne seraient pas fabriqués par des enfants. Donc il y a là un bel exemple. Les cyniques diraient de récupération, les optimistes diraient un bel exemple de concrétisation du fait qu'il y a un progrès. Il y a un progrès parce que
au moins pour une partie des produits distribués, commercialisés par cette multinationale. On a une assurance raisonnable que les enfants n'y travaillent plus. Et c'est un petit progrès pour l'humanité mondialisée. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a, dans une démarche éthique, des résultats qui démontrent qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement et qu'on a atteint un point de non-retour. Donc ces parties prenantes, ces partenaires, sont également quelque part, peuvent également être des arbitres. Ils sont, en effet, j'aime beaucoup le terme d'arbitre. Ces organisations non gouvernementales, l'opinion publique, deviennent des arbitres et imposent en quelque sorte un nouveau style de comportement économique qui repose sur des valeurs qui respectent ce que nous pourrions appeler les valeurs de la francophonie, c'est-à-dire le respect de la diversité culturelle, le respect, comme on dit au Canada, des droits de la personne, pour éviter en parlant des droits de l'homme... Français quiconque. 50% de la population. Exact. Et la promotion du développement durable. C'est ce que la francophonie essaie de promouvoir et que l'on promeut à l'intérieur des programmes de formation de l'IFAG et je le sais également de l'IFE. De l'IFE, oui. Absolument. Et voilà pourquoi ça devient un point central. Et que depuis une dizaine d'années, les petites étapes que l'on a franchies de façon très modeste, eh bien, sont en train de faire que nous avons atteint, comme on le disait tout à l'heure, ce point de non-retour. L'entreprise serait-elle condamnée à avoir un comportement éthique, pour utiliser un paradoxe? Eh bien, ce que j'espère, et c'est l'essentiel du message, c'est de dire non, l'entreprise n'est pas condamnée à un comportement moral et éthique. Elle comprend qu'au contraire, il faut avoir un comportement éthique et suivant la nature du décideur, un comportement éthique de conviction et un comportement éthique de responsabilité, parce qu'il en va de l'image de marque de l'entreprise et que, comme vous le savez, le capital le plus important de l'entreprise, c'est son image de marque. Il est plus important que son capital financier. Parce qu'à partir du moment où l'image de marque se détériore, les ventes également, la rentabilité, l'entreprise ferme. Donc finalement, l'éthique est comment je pourrais dire, une sorte de problème à multiples entrées. Et il n'y a pas tout simplement une définition du dictionnaire qui puisse dire, voilà, l'éthique c'est ça. Il y a énormément d'entrées, l'entrée des partenaires, l'entrée de la consommation, l'entrée de l'image de l'entreprise. C'est extrêmement complexe, au fond. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile à saisir de façon concrète. C'est un problème que personnellement j'identifie comme étant culturel, donc pluriel, et que suivant les différentes parties du monde, l'éthique se matérialise, se conceptualise de façon différente avec des variantes que l'on se doit également de respecter puisqu'on respecte la diversité culturelle. Mais j'imagine, bien sûr, que à partir du moment où c'est complexe, où ça repose sur une multitude de facteurs, c'est extrêmement fragile. Absolument, c'est fragile et il n'y a pas de certitude de royaume de l'éthique. Et on touche là le difficile amalgame que l'on se doit de faire lorsqu'on parle d'éthique, qui est celui de la légalité et de la légitimité. Parce que trop souvent, l'entreprise a eu le réflexe de ce que j'appelle le réductionnisme juridique, et on confie un problème éthique à un juriste. Si c'est légal, c'est éthique, et on s'arrête à ce niveau-là. Et tout ce qui n'est pas légal n'est pas éthique, mais tout ce qui n'est pas interdit n'est pas illégal. Donc il y a là une zone grise dans laquelle les entreprises malhonnêtes s'engouffrent pour faire de l'éthique un réductionnisme juridique.
Donc c'est en effet d'une complexité culturelle et plurielle qui se manifeste aussi par ce que j'appellerais la rationalisation éthique, par l'efficacité économique. C'est-à-dire, prenons le cas de la corruption, un entrepreneur va accepter de jouer le jeu de la production en disant « je ne le fais pas pour moi, je ne mets pas cet argent dans ma poche, c'est pour la rentabilité de mon entreprise, et donc je peux aller dans le sens d'un comportement que certains jugeraient immoral ou voire illégal ». Et le deuxième argument dans cette rationalisation éthique, c'est de dire si moi je ne le fais pas, les concurrents vont le faire, et puis je vais perdre mon marché, donc je vais perdre en efficacité économique, je ne fais pas mon travail étant d'assurer une optimisation des bénéfices de mon entreprise. Donc là on assiste aussi à un effet pervers dans ces raisonnements, d'où la confirmation de votre constat qu'il s'agit là d'un défi extrêmement complexe. Alors, je pense, nous avons parlé de quelques organisations internationales, associatives surtout, qui sont là pour défendre l'éthique, pour rappeler des principes d'éthique. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une ou deux organisations? Comment fonctionnent un peu ces garde-fous? Je pourrais appeler ça ainsi. Alors, il y a, je dirais, grosso modo, deux types de garde-fous qui sont alimentés par le cinquième pouvoir, l'opinion publique, et une fois encore, le quatrième pouvoir, la presse. Et il y a deux types d'institutions a priori. Donc, c'est les organisations non gouvernementales internationales, dont on a parlé tout à l'heure, style Médecins sans frontières, Human Rights Watch, etc. Et puis, il y a quelques organisations internationales qui essaient de canaliser la réflexion et la mise sur pied de normes éthiques. Alors, deux exemples de ce type d'institution. Je pense à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est basée à Paris, et qui est un regroupement de ce que l'on appelle le club des riches, la trentaine de clubs, enfin la trentaine de pays les plus riches au monde. Et l'OCDE réfléchit, organise des débats et émet des normes à respecter. Et en matière de corruption, par exemple, il y a eu un grand débat au niveau de l'OCDE entre les entreprises, enfin les représentants américains et les représentants européens sur la corruption, parce qu'une fois encore, les Européens et les Américains ne voyaient pas la problématique éthique de la même façon, ce qui confirme le fait que l'éthique est culturelle, donc plurielle. Alors ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est la Chambre de commerce internationale, qui est aussi basée à Paris, qui se veut le porte-voix du monde des affaires au sein du monde multilatéral des Nations Unies. Alors, ce n'est pas une institution des Nations Unies, bien sûr. C'est une organisation non gouvernementale internationale, mais qui a une triple fonction. Elle fait de la formation, de l'information, et c'est aussi un tribunal qui règle des problèmes de nature conflictuelle au niveau commercial. Donc il y a un recours pour ces entreprises, un recours qui passe par la Chambre de commerce internationale. Donc c'est un début d'institutionnalisation de règlements qui sont causés par des comportements a priori immoraux, des acteurs de la mondialisation économique, que sont notamment, mais pas uniquement, les entreprises. Alors, vous n'avez pas parlé de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. En effet, je ne l'ai pas mentionné parce que l'OMC est pour moi davantage un organisme de concertation, de consultation, de dialogue, de négociation. Bien sûr, j'insisterai surtout sur le dernier point, de négociation qui prennent en compte essentiellement, je dirais, le défi de
de l'ouverture des marchés mondiaux. C'est-à-dire, en fait, comment peut-on réduire a priori les formes de protectionnisme qui existent, que ce soit qui est un problème éthique également, quelque part. Alors, une bonne question. Est-ce un problème éthique? C'est sans doute partiellement éthique. Mais aussi, c'est un grand débat philosophico-économique. Et je pense que la personne qui arriverait à régler ces conflits, aussi bien conceptuels que pragmatiques, entre ouverture du commerce mondial et nécessité du protectionnisme, eh bien, serait nobelisable. Oui, ben voilà, ce serait une excellente occasion d'avoir un nouveau type, une nouvelle génération de prix Nobel. Sur la question de la transparence, on parle beaucoup de Transparency International, je crois, que c'est le nom de cette ONG. Tout à fait. Je pense que Transparency joue un rôle fondamental au niveau de l'éthique. Absolument. Et le Transparency International, qui est basé en Allemagne, je pense que c'est Berlin, est une organisation qui a innové dans le domaine. Ils ont commencé par élaborer un indice de perception de la corruption. Indice de perception de la corruption, j'insiste sur le terme de perception, parce que ce n'est pas une mesure scientifique de la corruption, c'est impossible à faire de façon méthodologique, satisfaisante. Et ils ont commencé par publier tous les ans ce classement des pays perçus comme étant les plus éthiques vis-à-vis des investissements internationaux. Et au fur et à mesure des réflexions, des réactions, à partir du moment où Transparency International a bien compris que quand il y avait un corrompu, il y avait un corrupteur, ils ont complété leur indice de perception de la corruption et des corrupteurs. Donc on constate là qu'il y a une démarche holistique, une démarche complète qui prend en considération les deux grandes catégories d'acteurs de la corruption. Et le travail que fait Transparency International est remarquable parce qu'il contribue à cette image publique des différents États et il a un impact significatif sur le mouvement des investissements qui auront tendance, a priori, à se diriger vers les pays qui sont perçus comme ayant un état de droit permettant, lorsqu'il y a des abus, d'avoir un recours au moins juridique. Et est-ce que la prise en compte de l'éthique dans le débat économique est un facteur nouveau, récent, moderne, actuel parce que, bon, depuis un certain nombre d'années, mettons 10-15 ans, on se rend compte que des entreprises nous proposent des codes de déontologie. Ils nous disent, ben voilà, je respecte ceci, je respecte cela, je suis donc votre ami. Je résume un peu ce message-là. Alors, les codes de déontologie sont une réaction à ce phénomène que vous mentionnez depuis 15, 20, 30 ans. Et les problèmes de corruption, les problèmes de comportements immoraux des entreprises, c'est un phénomène qui est universel, c'est un phénomène qui date depuis que l'homme est homme. On retrouve ça chez les Grecs, au sein de la civilisation chinoise, civilisation arabe, une méfiance à l'égard de l'entreprise, de l'entrepreneur et du commerçant qui est quasi universelle. Une méfiance que personnellement j'appelle la mercurophobie, c'est-à-dire donc cette peur que l'on a à propos des commerçants. Et quand on regarde, on analyse l'ensemble des civilisations, on constate qu'il y a une mercurophobie flagrante, permanente. Donc c'est un phénomène qui existe depuis tout le temps, depuis que l'homme est homme. Et je commence souvent mes cours de marketing en disant « le plus vieux métier du monde, c'est le marketing ». Et à partir du moment où il y a une interaction entre deux individus, il y a un problème ou un défi de confiance qui se crée et le processus s'enclenche. Donc, tout ça pour dire
Depuis 15-20 ans, cependant, on n'en parle plus. Alors, on en parle plus parce que c'est ce que nous disions au début de cet entretien, parce que les phénomènes sont amplifiés par la mondialisation et puis par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, par cette opinion publique qui est de plus en plus présente, et que l'entreprise se voit dans l'obligation de réagir, ne peut pas laisser rester les bras croisés face à cette opinion publique. Et elle a commencé à réagir en créant, il y a une trentaine d'années, les premiers codes de déontologie. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs étapes de la réaction des entreprises à ce niveau-là. Et il y a une trentaine d'années, les entreprises ont créé ces codes de déontologie. Mais l'opinion publique a dit, écoutez, c'est bien joli, c'est un ensemble de vœux pieux dont on n'est pas sûr qu'ils sont mis en application au sein de l'entreprise, donc il faudrait être un peu plus sérieux. Alors il y a eu une deuxième étape qui a été de mettre en place des systèmes de contrôle de ces codes de déontologie au sein même de l'entreprise. Et là encore, on a dit aux entreprises, vous êtes bien gentilles, mais vous êtes juges et parties, donc la crédibilité n'est pas totale. Et c'est là qu'une troisième approche au code de déontologie, une troisième génération des codes de déontologie a été confortée par la mise en place de contrôles externes, par des agences de notation, ce qui apportait donc une crédibilité au sérieux que les entreprises mettaient dans leur code de déontologie et surtout dans la concrétisation au quotidien du respect des normes qu'ils avaient eux-mêmes édictées. Et d'après vous, comment pourrait-on décrire un directeur, un manager éthique? Alors, éthiquement correct, voilà l'expression que je cherchais. Éthiquement correct. Éthiquement correct. Alors, j'apprécie beaucoup la question parce qu'elle permet de rappeler que c'est à la direction de dynamiser son entreprise dans une voie éthique. Comme un fameux proverbe japonais le dit, le poisson pourrit par la tête. Donc, c'est à la tête de prendre l'initiative, non seulement d'une démarche éthique, mais d'un renforcement, d'un contrôle systématique de cette démarche éthique. Alors, l'entrepreneur, le directeur, comprenant qu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour non seulement la survie de son entreprise, mais également le développement et la rentabilité de son entreprise, comprend fort bien qu'il en va de son intérêt économique ou de l'intérêt économique de son entreprise que de pouvoir répondre positivement aux besoins de la société au sens large du terme. Et ce besoin s'exprime en fonction de normes éthiques. Alors un exemple, celui du commerce équitable et du commerce solidaire, qui à l'origine intéressait à peu près 15 à 20% des consommatrices occidentales. Et une étude récente en France démontre maintenant que ce pourcentage est passé à 46%. Et on constate aussi que les grands distributeurs ont embrassé la cause du commerce solidaire et équitable et qu'on voit qu'il y a là un changement significatif. Alors, pour en revenir à votre question de façon plus précise, il y a une sorte de code ce qu'on pourrait appeler les 10 commandements du gestionnaire éthique. Alors, les 10 commandements, c'est présenté de façon humoristique. Je peux vous en lire quelques-uns parce qu'il y a une charte. L'humour est aussi éthique. Ah, absolument, et fondamental. Fondamental parce qu'il ne faut pas non plus se prendre au sérieux. C'est un sujet sérieux que l'on doit traiter sans se prendre au sérieux. Alors, je vous le concède. Alors, je vais lire quelques-uns de ces 10 commandements. La pollution de tes usines, tu réduiras. Donc ça, c'est le premier. Tes consommations d'énergie, tu limiteras.
Le troisième, c'est des produits recyclables, tu fabriqueras. Le quatrième, des transports propres, tu utiliseras. Le cinquième, à tes clients et actionnaires, rien, tu ne cacheras. Le sixième, c'est tout un programme, comme vous voyez. Tout un programme. Beaucoup de considération aussi pour l'environnement. Ah, absolument. L'écologie. Absolument. La santé de ton personnel, tu préserveras. Le travail des enfants, tu interdiras. Les grandes causes humanitaires, tu soutiendras. La corruption, tu banniras. Et la vie des syndicats, tu prendras. En compte, tu prendras. Et justement, il y a une grande place laissée à l'écologie, une grande place laissée au développement durable. Et le développement durable, c'est quoi? C'est essentiellement le respect non seulement de l'environnement, mais de l'économie et des relations sociales. C'est ce qu'on appelle les 3 E, si vous voulez. Économie, l'entreprise doit être rentable économiquement, parce que s'il n'y a pas de rentabilité économique, il n'y a plus d'entreprise. Donc son premier devoir, c'est d'être économiquement rentable. Le deuxième E, c'est de respecter l'écologie, l'environnement, pour la protection des générations futures. Et puis le troisième E, c'est l'équité dans ses rapports sociaux avec ses partenaires. Et c'est en gros ce que l'on retrouve dans ces 10 commandements du gestionnaire éthique. Une promotion des 3 grands principes du développement durable. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Marketing international, synergie, éthique et liens » en partenariat ou en collaboration avec Madame Martine Spence. Est-ce que cet ouvrage reprend ce que nous avons abordé? Est-ce que cet ouvrage est encore plus explicite, va plus loin dans cette démarche? Alors, cet ouvrage reprend bien sûr la thématique que nous venons d'aborder ensemble, va un petit peu plus loin, parce que dans un livre, on peut se permettre d'aller plus loin. Nous le faisons avec 2 chapitres. Il y a 2 chapitres réservés justement à l'éthique. Et l'intérêt de cette démarche, c'est justement de faire le lien entre l'éthique, les parties prenantes et la synergie que l'on peut retirer d'une relation constructive avec les parties prenantes, tant au niveau purement éthique que commercial. Et les liens font allusion à la nécessité de mieux comprendre les consommateurs et les parties prenantes pour tisser avec eux une relation de long terme. Donc, grosso modo, c'est replacé dans le contexte international et donc dans le contexte culturel. Et il y a aussi une part significative, comme dans tout livre de marketing international d'ailleurs, réservée à l'importance d'une bonne connaissance des différences culturelles qui existent à travers le monde. Et nous allons même dans l'inconscient collectif international économique en empruntant une démarche jungienne pour essayer de voir quels sont les archétypes mondiaux. Et on constate, c'est une partie du travail que j'ai trouvé la plus fascinante, on constate que ces archétypes mondiaux donc, se retrouvent partout, relativement identiques à travers la planète, mais qui s'expriment de façon différente. Et que les stratégies de marketing internationales reflètent cette caractéristique. C'est-à-dire, par exemple, au niveau publicitaire, on constate qu'il y a une thématique commune, le fond est le même, mais la forme varie en fonction des spécificités culturelles. Alors, une dernière question, puisque malheureusement le temps avance. Une dernière question, est-ce que l'éthique fait partie des formations dispensées par les chambres de commerce, par les écoles de commerce, par les universités, par les institutions responsables de la formation des personnels des entreprises? Alors, de plus en plus. De plus en plus, avec certaines réticences du côté de certaines grandes écoles de formation, qu'elles soient européennes ou nord-américaines, mais les plus progressistes, celles qui ont une vision du monde plus dynamique, intègrent
intègre de façon quasi systématique la problématique éthique et de développement durable. C'est tout au moins, avec certitude, je peux l'affirmer, ce qui se passe à l'IFAG et à l'IFE. Parce que ça fait aussi partie des valeurs de cette francophonie qui nous est chère et que nous défendons. Et voilà pourquoi c'est désormais partie intégrante de notre programmation de cours, et ce d'autant plus que différentes recherches démontrent, et c'est sorti cette semaine, démontrent que les étudiants, aussi bien américains, européens que chinois, les étudiants donc dans ces écoles d'affaires, des écoles de gestion, des écoles de commerce, eh bien ces étudiants, qu'ils soient européens, américains ou chinois, réclament de la part des futurs patrons de leurs entreprises qu'ils aient un comportement éthique et de développement durable. Et c'est une étude de PricewaterhouseCoopers qui vient de sortir, qui confirme le besoin pour ces étudiants non seulement de mieux connaître c'est en quoi consiste le défi éthique, mais aussi la volonté pour eux d'imposer au sein des entreprises dans lesquelles ils seront amenés à travailler des normes éthiques et développement durable. C'est l'avenir qui est là. Je vous remercie, Georges Hainaut, d'avoir partagé avec nous ces convictions. À vous entendre, on se rend compte que vous êtes un militant de l'éthique et on se rend compte en même temps que l'éthique mérite un militantisme certain, car c'est peut-être la clé de notre avenir, sinon le nôtre, celui de nos enfants et de nos sociétés. Merci beaucoup et bon retour en Bulgarie. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien fort, agréable, sympathique et, j'ose l'espérer, très utile grâce à la pertinence de vos questions.